Und da könnten ja, je nachdem, also wenn die sollten doch beide dahin. Das ist jetzt da. Dann lassen wir das doch so. Dann legt er das dahin und das kommt da. Nicht? Dann stimmt es wieder. Das könnten wir freilassen, aber wir müssen es auch nicht freilassen. Das kann man nicht freilassen. Okay, dann müssen wir uns da was überlegen. Können wir auch. Da gibt es ja noch genug. Die Ausstellung zeigt in typologisch geordneten Serien, die systematisch über einen langen Zeitraum erfassten, vielfach inzwischen zerstörten Zeugnisse unserer industriellen Vergangenheit, Fabrikhallen, Hochöfen, Förder- und Wassertürme, Gasbehälter, Kohlebunker, also Nutzbauten untergegangener Industrielandschaften. Die Fotoserien dokumentieren die Fantasie und Vielgestaltigkeit der industriellen Architektur, machen uns eine verloren gegangene Ikonographie bewusst. Nous avons remarqué que ce monde était en train de disparaître, que ça valait la peine d'en conserver quelques témoignages, au moins visuels. Nous avons pris le parti de rapetisser les choses afin de pouvoir les emporter avec nous. C'est presque un devoir. Nous n'avons rien fait de plus. Aucun de nous deux ne pensait que ça durerait aussi longtemps. Les circonstances ont fait que nous sommes allés toujours plus loin. Lorsque nous apprenions, par exemple, qu'une mine allait fermer et être démolie. Ça a commencé dans les années 50 et 60. Nous n'étions pas motivés uniquement par le fait que ces bâtiments allaient disparaître. Ça nous intéressait vraiment. Et personne d'autre ne le faisait. Et c'était l'aventure, l'attrait d'un monde inconnu. Nous n'étions que tous les deux. Nous ne pouvions compter que l'un sur l'autre. Cette façon de photographier était totalement démodée. Mais nous avons délibérément opté pour la photographie du XIXe siècle, en utilisant de gros appareils photo pour la mise au point et la précision. Personne n'a compris. C'était l'âge d'or du photojournalisme et de la photo surréaliste. Il y avait la concurrence avec la peinture. En tout cas, le réalisme total n'était pas particulièrement prisé. Sans parler de l'objet qui sortait tout droit du XIXe siècle. Les gens ne voulaient pas regarder dans le passé, encore moins en Allemagne.
Au début, les gens rechignaient à nous laisser entrer. Ça leur coûtait trop, vous voyez? Dans les hauts fourneaux, il y avait du minerai de fer en fusion qui giclait partout et des fuites de monoxyde dans tous les coins. Nous étions presque toujours accompagnés. Il fallait prendre beaucoup de précautions. C'était très compliqué à expliquer. Il fallait bien inventer quelque chose. Que dire? Les édifices sacrés de la technique, c'était un peu exagéré. Bernd et Hilla Becher n'ont pas seulement créé, je dirais, une encyclopédie de l'architecture industrielle, ils ont également inventé une nouvelle esthétique de la perception. Leur travail, leur façon d'assembler les photos, d'appréhender les objets, de les classer par typologie, tout ceci nous a permis de percevoir l'esthétique de ces structures en tant que telles. C'est une œuvre formidable. C'est le travail d'un siècle, d'un millénaire. Je suis convaincue que leur démarche gardera très longtemps toute sa pertinence. Dans les années 50, j'ai fait beaucoup de gravures et de lithographies de bâtiments industriels. C'était déjà une forme d'interprétation. Je suis originaire du Siegerland, une vieille région industrielle saturée d'équipements techniques. Ça m'a influencé et ça m'a servi de référence. Quand on a connu la guerre enfant, on a tendance à rejeter les valeurs de nos parents. Ce qui est beau pour eux n'est pas forcément beau pour nous. Ce n'étaient pas des paysages magnifiques montrant la mer, les Alpes, le Mittelgebirge ou des vertes prairies qui m'intéressaient, mais plutôt le no man's land des ports ou des immenses réseaux ferrés. Voilà ce qui m'intéressait, même si ce n'était là que la marque de ma rébellion. Cette esthétique industrielle est une esthétique utilitaire. Même s'il ne s'agit que d'un enchevêtrement de cuves et de tuyaux, moi j'y vois des sculptures. Puis j'en suis venu à les photographier. J'ai aussi collectionné des photos superbes qui correspondaient exactement à ce que je cherchais, à savoir cette représentation détaillée. J'ai commencé à faire de la photo vers 13 ans. Je photographiais toutes sortes de choses dans le jardin. Le fait que ma mère soit photographe m'a influencé, c'est certain. Après la guerre, je me suis beaucoup intéressée à la photo et ma mère m'a acheté un appareil à plaques. C'était très difficile de se procurer des plaques. C'était des plaques de verre. Elles dataient d'avant la guerre, elles étaient passablement abîmées. Plus tard,
j'ai fait un apprentissage chez un vieux photographe. Il était très doué, objectif, précis, un excellent pédagogue, très patient. Il pratiquait la photo comme au XIXe siècle. Et un jour, je me suis inscrite à l'école des beaux-arts. J'ai eu le choix entre diverses disciplines. Il n'y avait pas encore de département photo. Il fallait le mettre en place. Je me suis essayée à d'autres techniques, tout en continuant à prendre des photos. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir peintre. Je trouvais la photo plus adaptée à mon sujet. Ces bâtiments sont des modèles de précision. Ces constructions métalliques, et au fond, tous les bâtiments sont des modèles de précision. Il a commencé par les dessiner, mais c'était trop lent. Ensuite, il a emprunté un appareil photo, il a fait quelques clichés, puis il les a regroupés et en a fait des montages, tout en continuant à dessiner. Puis tout s'est accéléré, les bâtiments tombaient les uns après les autres, et lui voulait préserver son enfance. C'est ça qui le motivait. Et je trouvais que c'était une pensée noble. Et j'ai fini par travailler avec lui. Chaque couple est plus ou moins sur une même longueur d'onde. Au début, il ne faut pas en demander plus. Le reste s'acquiert avec l'expérience. Nous n'avions aucun projet à proprement parler. Nous n'avions d'argent ni l'un ni l'autre. Nous avons dû gagner notre vie et acheter le matériel au fur et à mesure. Nous n'avions pas prévu que ça durerait si longtemps. Tout au début, j'avais un Rollei, qui évidemment n'était pas fait pour ça. J'ai aussi travaillé en partie avec un appareil petit format. Ensuite, on s'est acheté une Linhof 6x9. Là, on a vraiment commencé. Dans le Siegerland, nous avons commencé par photographier les mines et les usines de traitement. On allait souvent dans les mines quand on était enfant. Elles étaient juste à côté de chez mes parents. Mon grand-père était mineur, mon arrière-grand-père métallurgiste à l'usine sidérurgique de Niederschelden. Ça fait partie de la mémoire familiale. Puis on s'est intéressé au village, en particulier aux maisons à colombage, pour leur structure si particulière. Dans la région, elles n'étaient pas réputées pour leur beauté, ni pour leur opulence. C'étaient foncièrement des maisons de pauvres, d'où leur mode de construction très économe et spartiate. Effectivement, les maisons à colombage étaient les habitations des ouvriers, et on sentait qu'ils y étaient à leur place. Bernd s'est consacré longtemps à ces maisons. Et peu à peu, nous avons été voir du côté de la Ruhr.
On entendait dire que certaines mines de charbon allaient fermer et que toute l'industrie sidérurgique du Siegerland allait être délocalisée dans la Ruhr. On ne pouvait pas parler de succès. Ce n'était pas du tout le propos. Nos photos aient du succès ou que le monde y voit une réussite, ce n'était pas du tout la question. Les Becher avaient une vision photographique jusqu'alors inédite. Elle nous a semblé intéressante et nous avons décidé de les exposer. Il a reçu de nombreux prix. Lorsqu'il a débuté, il n'aurait jamais imaginé cela. Der Erasmuspreis des Jahres 2002 wird Frau Hilla Becher-Golbeza und Herrn Bernd Becher verliehen, weil ihr Werk von höchster Qualität zeugt und grundlegend ist für die neue dokumentäre Fotografie, die sogenannte objektive Fotografie. Il a rendu un immense service à l'humanité en prenant ces photos. Nous avons visité les principales régions industrielles. Nous étions conscients de la multitude de sites qu'il y avait. Et nous savions qu'il nous faudrait des dizaines d'années pour en faire l'inventaire photographique. À partir de là, notre projet s'est précisé et nous avons systématiquement travaillé dans ce sens. Ce que je préfère, ce sont les hauts fourneaux. C'est le plus difficile, c'est un tel chaos. Au début, j'ai dit à Bernd qu'on devrait laisser tomber, qu'on n'arriverait jamais à ordonner cela. Vu de l'intérieur, ça ressemble à une forêt vierge. Nous avons photographié séparément la partie visible du dessus et celle visible du dessous. Sinon, on ne les distingue pas. Pour la partie supérieure, la cime de l'arbre si on veut, il fallait trouver des angles très compliqués. Il fallait quasiment escalader un autre arbre, c'est-à-dire grimper au sommet d'autres fourneaux ou d'autres bâtiments élevés. Nous montions les appareils photo avec une corde. Nous avons toujours fait comme ça. Ce n'était pas toujours possible. Parfois, il fallait porter le matériel. Et les escaliers ne sont pas faciles à gravir. Ils ressemblent plutôt à des échelles. Et les hauts fourneaux sont très hauts, comme des petits immeubles. Selon la quantité de matériel, nous avions chacun un attirail qui pesait dans les 40 kilos. Parfois, j'aidais Bernd à monter le matériel, puis je redescendais et je prenais une photo d'en bas. Je faisais cela très souvent d'ailleurs, car on obtenait les autorisations au compte-gouttes. Ou alors, il fallait partir au changement d'équipe. La personne qui nous accompagnait nous demandait comment ça avançait, pour combien de temps encore on en avait. On était constamment sous pression. Nous avons obtenu une bourse du British Council. C'était une chance énorme pour nous, car à l'époque, nous n'avions pas les moyens de voyager ailleurs que dans la Ruhr ou dans le nord de la France. Nous sommes partis avec notre fils, alors âgé de 18 mois, et ma mère. Là-bas, les mines étaient alignées comme des rangs de perles. Elles étaient toutes plutôt anciennes. Elles dataient des débuts de l'ère sidérurgique.
Les plus vieilles, mises en service vers 1860, fonctionnaient encore. C'était surprenant. Dans tous les cas, il nous fallait une autorisation. En Angleterre, c'était un peu plus facile car le charbon était nationalisé. Les membres du National Coal Board à Londres étaient sensibles à notre démarche et ils nous ont facilité la tâche. En Angleterre, les gens comprenaient parfaitement ce que nous faisions. Ils trouvaient cela tout à fait normal. Et si ce n'était pas le cas, ils appréciaient qu'on soit assez fou pour le faire. Ils aimaient les illuminés. Tout se passait en accéléré. On travaillait toujours dans l'urgence. Tout allait si vite. En l'espace de quelques années, tout pouvait changer et disparaître. Et on avait du mal à suivre ces mutations parce qu'on n'était que deux. Dans le sud du pays de Galles, nous avions un matériau très riche et très intéressant. Mais tout est allé si vite que dans les années 70, la plupart des mines avaient disparu. Toutes les mines ont fermé. Maintenant, il y a un musée à la place. Margaret Thatcher et le gouvernement conservateur de l'époque voulaient se débarrasser du syndicat parce qu'il était très puissant. En France, notre travail a été moins facile. Sans doute par manque de compréhension. Mais finalement, on y est arrivé. On présentait une sélection de tirages qui expliquait bien quelle était notre démarche. Photographier des sites industriels était interdit. Il y avait tout le temps des guerres, chaudes ou froides, et un climat de méfiance. Puis, il y a eu le terrorisme, le marxisme, les critiques du ministère de l'Environnement, etc., etc. Nous étions toujours en but à une hostilité quelconque. En France et en Belgique, c'était un peu entre les deux. On avait le droit de rien faire, ou presque. Mais personne n'a jamais appelé la police. Il y avait tant à photographier. C'était incroyable. Nous avons tâché de nous limiter aux lieux vraiment marquants, ceux qui ressortaient du paysage, qui avaient de la hauteur ou une certaine monumentalité, et surtout ceux dont les caractéristiques étaient les mêmes d'un pays à l'autre. Wobei man wirklich den Eindruck hat, so, das hat ja so dann fast schon Turner-Qualität, nicht? Wie dann die Nebel aufsteigen und... War uns gar nicht so recht. Ne? Ja, genau. Ja. Nous nous intéressons à une période bien définie, la période expérimentale, parce qu'elle ne masque pas la fonctionnalité des bâtiments. Les constructions plus récentes la dissimulent. De ce point de vue, notre travail est fortement subjectif. Le procédé photographique est objectif, le choix est subjectif. Au début, on ignorait où tout cela nous mènerait. Avec l'expérience, nous avons appris à distinguer les différents types d'objets industriels et à mesurer s'ils étaient vraiment des prototypes. Naturellement, il y a aussi quelquefois des hasards. C'est tout un apprentissage. On apprend quelle est la caractéristique d'un chevalement. On apprend à isoler un haut fourneau du reste du site.
car tout est très compliqué. Les objets sont intégrés les uns aux autres, en particulier en Europe. Peu à peu, on établit une sorte de grammaire des différentes caractéristiques fondamentales. Et toutes ces caractéristiques sont repérables d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, les chevalements sont souvent surmontés d'un petit toit, ce qui leur confère un aspect un peu chinois. Apparemment, les Français ne supportent pas d'avoir une roue dans leur champ de vision. Les Anglais, eux, cela ne les dérange pas du tout. Les châteaux d'eau ressemblent à des poupées. Ils ont une forme humaine. Ils ont une tête et un corps. Et plus c'est prononcé, plus on les trouve jolis. Il y a tout un éventail de châteaux d'eau. On va du simple pot monté sur échasse jusqu'au manteau de l'arlequin. Il y a aussi le château d'eau typiquement américain. Une énorme hyperbole qui évoque un ovni perché sur des échasses. Une construction très sophistiquée qui côtoie les tonneaux en bois sur les toits de New York. C'est l'âge de pierre en quelque sorte. Et pourtant les deux appartiennent à la même époque. Les silos à grains sont très différents selon leur emplacement. Et il existe un premier modèle, le plus petit, une construction métallique où est entreposé le grain. Ensuite, il y a les silos situés à un carrefour ferroviaire ou à un carrefour routier. Puis, il y a ceux qu'on trouve dans les ports d'expédition. Ils sont de plus en plus grands. Et ils sont équipés d'unités de transbordement adaptées aux trains, puis aux navires. C'est à cela qu'on les différencie. Les silos ont une fonction, donc des caractéristiques différentes selon les pays. Les plus intéressants se trouvent aux États-Unis, qui possèdent d'immenses régions céréalières. Nous n'avons pas eu la chance d'aller en Russie, et nous n'irons plus maintenant. C'est sur place qu'on apprend comment ça fonctionne. On pose des questions entre deux prises de vue. On a toujours quelque chose à se faire expliquer. Très souvent, les gens qui nous accompagnaient nous faisaient un croquis. Au bout d'un moment, on finit par maîtriser son sujet. Un gazomètre est muni d'une cloche qui monte ou qui descend selon que le réservoir est plus ou moins rempli. Sa base est plongée dans l'eau. Par exemple, à l'époque où les gens avaient encore des cuisinières à gaz, au moment des repas, la cloche descendait. Puis le gazomètre se remplissait à nouveau et la cloche remontait doucement. C'est assez lent et quand on le prend en photo, le résultat est parfois flou.
Nous avions utilisé des compositions formant des grilles de 4, 6, 9, 12 ou 16 photos dès notre première exposition. Quand on tient un sujet, on a envie d'en dire le maximum. Nous savions que l'effet naîtrait de la masse, qu'il serait provoqué par la ressemblance de tous ces objets entre eux. Lorsqu'on expose une série d'objets qui se ressemblent, leur comparaison fait naître une sorte de son. La seule façon d'apprendre quelque chose sur la forme, c'est d'effectuer une comparaison typologique. Nous n'avons fait qu'utiliser un système qui existe depuis longtemps, rien de plus. Vers la fin des années 70 et au début des années 80, leur travail a été décrié pour son absence de critique sociale. C'était l'époque où on dénonçait la pollution engendrée par la production industrielle. On leur disait, les gens vivent dans la suie et la poussière, les travailleurs sont exploités au profit des machines. Pourquoi les photos ne montrent-elles pas cette réalité? Parce que ce n'est pas le sujet tout simplement. Le sujet n'est pas l'individu dans le processus de fabrication. Le sujet, c'est l'architecture dans sa dimension externe. C'est l'aspect extérieur de ces structures utilitaires. Avec le recul, j'ai l'impression que Berndt et Hilla étaient assez isolés au niveau professionnel en Allemagne ou à Düsseldorf. Ils n'étaient pas vraiment acceptés par les autres artistes. Ils étaient plus respectés aux États-Unis par leurs confrères américains. Pas par des photographes, mais par des artistes comme Karl André ou Sol Lewitt. J'imagine qu'ils étaient contents qu'il y ait des jeunes gens auxquels transmettre leur expérience. Et contents qu'il y ait un lieu comme l'école des Beaux-Arts pour les accueillir. Norbert Kricke, le directeur, avait plusieurs fois approché Berndt. Mais d'après ce que je sais, Berndt a accepté à condition de pouvoir continuer à voyager et de n'être pas obligé d'être toujours là. De fait, il était toujours en contact avec nous. Il lui est arrivé d'appeler à 7h15 le matin pour me dire qu'il avait entendu parler d'un nouvel objectif. Il faisait comme s'il était levé depuis 5 heures et se disait « Maintenant, il faut que j'appelle Thomas Struth pour lui demander ce qu'il pense de tel ou tel papier. » Ce qui nous apprenait une chose sur cet homme, à savoir qu'il se vouait passionnément à son travail et que c'était la chose la plus importante et la plus naturelle du monde. Bien sûr, c'était une formidable inspiration. Au début, j'étais impressionné par la façon dont on enseignait l'art à l'école. Ça dépassait l'idée que je m'en étais fait. Je croyais qu'on m'obligerait à dessiner correctement, mais ce n'a pas été le cas. Les profs, du moins ceux de l'école des Beaux-Arts de Düsseldorf, étaient issus de l'avant-garde des années 60, début des années 80. C'était passionnant. Je me suis beaucoup impliqué, et j'ai beaucoup expérimenté, et je me suis laissé dériver.
Et c'est alors que j'ai rencontré Bernd Becher. Soudain, j'avais affaire à quelqu'un qui avait un regard beaucoup plus pointu. Il n'a pas dit grand-chose sur les photos, mais il a posé des questions qui m'ont aiguillé vers autre chose et qui ont changé mon regard sur mes propres photos. Je me souviens que Bernd nous a dit « Mon travail est plus important pour moi que le vôtre ». C'était une très belle formule et j'y adhérais totalement. Mais il ne l'a pas vraiment appliqué. Bien sûr, Ila et lui ont poursuivi leur travail, mais ça ne les a pas empêchés de s'occuper de nous. J'ai bien aimé aussi les impulsions qu'il donnait. Il n'était pas le genre de prof à dire que telle ou telle chose n'allait pas techniquement et qu'il fallait essayer autre chose. Il prenait des exemples d'autres artistes photographes, parfois des Américains. Ils nous ont aussi fait connaître des gens comme August Sander, par exemple, ou Walker Evans. Et la liste est encore bien plus longue. Dann können wir das jetzt so belichten. Vielleicht nochmal zusammenschauen und so in die Höhe ist auch schon. Je ne voulais pas m'immiscer dans l'enseignement de Bernd. Mais au départ, le groupe était petit, et même par la suite, c'est resté un petit groupe. De ce fait, j'étais souvent présente. Il arrivait aussi que les élèves viennent chez nous et je leur faisais à manger. C'était convivial. Je n'ai jamais fait de critique pure. Je m'en suis volontairement abstenue. J'ai vraiment été ravi quand elle est venue avec lui et qu'elle a pris la parole. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas engagé Ila comme professeur. On aurait peut-être dû. Also ein weißes Auto von einem dunklen Objekt, es stört schon. Aber ein dunkles Auto, je nachdem, wo es steht, das lassen wir auch stehen, eventuell. Nein, wir haben auch ganze Eisenbahnzüge schon weggefahren. Oder wegfahren lassen für eine Kiste Bier, nicht? Das ist die Währung. Ja, eigentlich war es meistens Bier, ja. Lorsqu'on photographie un objet inconnu et relativement banal, il faut savoir rester objectif et sincère. On peut alors le photographier comme on aimerait qu'il soit. En général, pour les châteaux d'eau, on a besoin de prendre plus de recul pour que la sphère des réservoirs ne soit pas déformée. Ils ont presque tous été pris au téléobjectif, très souvent d'un point élevé. Les châteaux d'eau, comme les gazomètres, sont symétriques à 360 degrés. Cela ne rimerait à rien d'en faire plusieurs clichés. Photographier un chevalement, c'est comme photographier un poisson de profil. Quand on dit que c'est comme un A, on parle du profil principal. Bien sûr, ça peut aussi être un A inversé. Mais dans ce cas, on perd l'effet spatial. Il faut ensuite prendre du champ
pour photographier les jambes qui s'écartent et l'armature métallique. Puis on peut prendre la tête de profil et on a nos 3 photos. Ça m'a fait plaisir d'apprendre comment on prend des photos grand format en noir et blanc. Au début, on n'avait pas le choix. On ne pouvait compter que sur la chance. En noir et blanc, on pouvait tout faire nous-mêmes. On n'avait pas besoin d'argent pour ça. Les photos en couleur coûtaient très cher. En plus, avec la technique de l'époque, le résultat n'était pas tout à fait satisfaisant. Puis on s'est aperçu que le noir et blanc faisait mieux ressortir les formes, car il s'agissait uniquement des formes. D'autre part, un ciel très bleu gêne beaucoup, surtout quand on veut comparer plusieurs photos, parce que ce n'est jamais le même bleu, il change tout le temps. Et selon l'angle de la photo, ça donne toujours quelque chose de différent. Nous avons privilégié la lumière diffuse, car c'était la seule façon d'avoir une grande profondeur de champ et de faire ressortir les détails. Au contraire des ombres lourdes, qui brouillent tout et qui génèrent des doubles contours. Lorsque le soleil brille, on attend qu'un nuage passe. Quand un objet plus cubique a besoin d'un contour plus marqué pour que le corps soit reconnaissable, il faut un petit peu de lumière latérale. Souvent aussi, on attendait qu'il y ait du brouillard à l'arrière-plan pour avoir un premier plan net, ou bien un ciel d'orage. Quand un objet est très sombre, l'idéal est de le faire apparaître sur fond de ciel plombé. Les photographes du XIXe siècle travaillaient comme ça. Ils cherchaient une lumière douce, ils veillaient à ce que la scène soit bien éclairée pour qu'on perçoive tous les détails. Pour moi, c'est l'essence même de la photographie. J'ai publié les Becher quelques années après avoir créé ma maison d'édition. Il allait de soi que je publierais de la photographie d'art. La photographie, comme l'activité littéraire, possède une écriture. Le résultat, c'est cette série de livres, 12 à ce jour, et il y en aura d'autres. C'est probablement le travail d'édition le plus fou, le plus drôle et le plus excentrique que j'ai accompli dans ma vie. Les reproductions étaient vraiment très fidèles, avec un minimum de soleil et d'ombre. C'est sans doute à cela qu'on reconnaît une écriture. Nous avons voulu une lumière aussi neutre que possible. Il a le don d'exprimer les choses en très peu de mots. Je me revois en train de lui montrer mes photos à mes débuts. Il n'a rien dit, mais ce qui m'a plu, c'est qu'il les a regardées avec beaucoup d'intensité. Il a même plaisanté. Il a regardé la photo d'un mur grossièrement crépi et il a dit dans son dialecte de Cigane, on pourrait râper des pommes de terre dessus. Mais il avait tout dit. Je ne sais pas à quoi ça tient. Il a peut-être été plus loquace avec d'autres, mais j'avais toujours l'impression qu'il voulait nous laisser mijoter dans notre jus.
Ils ont été des modèles extraordinaires. Leur travail était magnifique, extrêmement précis, juste et cohérent. Je n'ai jamais ressenti une quelconque influence dogmatique, car je me concentrais sur mes propres recherches. Et quand j'avais besoin de quelque chose, je demandais à Bernd. Il m'est arrivé de ne pas lui montrer des choses qui m'auraient valu une objection de sa part, et de continuer sur ma lancée. Il faut savoir vivre en bonne intelligence avec son prof. Il ne nous a jamais imposé de règles. Heureusement, car ça aurait tout faussé. Chacun s'est forgé sa propre idée de ce qui était bon ou mauvais. À l'époque, je trouvais ça très bien. Bernd Becher a toujours dit qu'on ne devait pas exposer son travail ailleurs qu'à l'école, tant qu'on était étudiant. Maintenant, avec Thomas Ruff, c'est différent. Les élèves de première année exposent en galerie. Ils sont confrontés aux lois du marché qui ne sont en rien gage de qualité. Les critères sont tout autres. L'art doit être décoratif, indolore, grand, lavable en machine, etc. Heureusement, je n'ai pas été contaminé trop tôt par ces critères. En parlant de l'école des beaux-arts de Düsseldorf, Konrad Klapek a dit un jour qu'elle avait eu bien des professeurs réputés, comme Richter, Krieg, Penck ou Lüpertz, mais que c'était Becher qui avait fait connaître l'école à l'extérieur. Le nombre d'élèves qui sont sortis de la classe de Becher et qui ont fait une carrière artistique est proprement hallucinant. L'important pour Becher, c'était de chercher un créneau, un thème, de s'y tenir et de le travailler. Ses étudiants ont adopté cette méthode. Ils connaissaient le travail des Becher. Ils savaient à quel point ceux-ci étaient obsédés par leur travail, qu'ils avaient persisté dans leur voie malgré les difficultés matérielles, sans faire de compromis. La disponibilité de Bernd Becher, son désir d'expérimentation et sa soif de travail ont influencé tous ceux qui ont suivi ses cours. Cette exposition sur une mine de charbon est primordiale dans l'œuvre des Becher, car elle est exhaustive. Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une grande initiative citoyenne pour la sauvegarde du patrimoine industriel de la Ruhr. Ces deux aspects, toujours présents dans l'œuvre des Becher, sont ici pour la première fois très visibles. Nous étions pratiquement sûrs que ça marcherait. L'intérêt était si grand. Nous avons emmené des tas de gens voir le site. Même le vigile, un Hollandais, nous a laissé entrer alors qu'il n'en avait pas le droit.
Nous avons toujours été dépendants l'un de l'autre, y compris pour ce qui était de la capacité de résistance. Car au fil du temps, on passe par des phases de doute et on se demande à quoi ça sert tout ça. Et on est tellement plus fort à deux.